Se séparer ou pas, mais ensemble. Ce titre un peu taquin, paradoxal en lui-même, fait état d'une réflexion que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, le temps de cette capsule. Avant de commencer, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Catherine Dang, je suis psychopraticienne et j'accompagne les personnes en psychothérapie jungienne. La psychothérapie jungienne est avant tout une affaire d'expérimentation. L'objet et le matériau de l'analyse en séance, c'est la personne dans son environnement et vivant une expérience qui vient l'enseigner sur ce qui est en travail et qui remonte depuis les profondeurs de son inconscient. La psychothérapie jungienne est un art alchimique, vivant, qui réactualise le sujet à chaque séance et dont le thérapeute se fait le miroir. En cela, chacune de mes réflexions est le produit et la somme des expériences que je partage avec mes patients, mais aussi de mes propres expériences que je mets au service de mon écosystème. Et dans cet écosystème qui me compose ainsi que des personnes que j'accompagne et aussi des personnes que je côtoie, j'ai pu remarquer qu'au fur et à mesure que lorsque le sujet advient, autrement dit, au fur et à mesure que l'être se révèle à la lumière de la conscience qu'il ou elle met sur ses actes et ses choix, eh bien, la personne est amenée à se défaire de ses croyances limitantes, des injonctions extérieures, et elle est amenée à renouveler ses relations, quelle que soit leur nature. Elle peut être sentimentale, euh, amicale, amoureuse, professionnelle, même familiale. Il est dit que lorsqu'on travaille sur nous-mêmes, à chaque palier de développement, nous perdons certaines relations, mais aussi nous attirons à nous d'autres personnes avec qui nous découvrons ou nous nous découvrons avec de nouvelles affinités et qui vibrent au diapason de ce que nous sommes. Dans cette perspective, l'élargissement de la conscience s'accompagne de pertes et de nouvelles rencontres et soulève la question des modalités d'une séparation juste. C'est un peu l'objet de cette capsule. Donc, quand je parle de séparation juste, ce terme est à nuancer au regard de l'environnement culturel dans lequel nous baignons depuis une décennie ou deux. Et là, je me réfère à la mode du développement personnel sous toutes ses formes, comme vous avez pu l'observer autour de vous, que ce soit dans les livres, les formations proposées, les méthodes et techniques qui fleurissent de toutes parts, la proposition d'ateliers, des pratiques diverses et variées. Et ce que j'observe, c'est qu'autant travailler sur soi est une excellente chose, et en tant qu'individu, nous avons tous à gagner de travailler sur nous-mêmes. L'humanité aussi gagne à compter parmi elles de plus en plus de personnes éveillées au sens de personnes qui agissent en conscience d'elles-mêmes et de l'écosystème et pas suivant leurs instincts, leurs pulsions ou leurs schémas inconscients répétitifs. Donc autant travailler sur soi est une excellente chose, autant dans cette mouvance du développement personnel vendu comme produit de consommation, les concepts sont délestés de leurs tenants et aboutissants, et de fait, euh, deviennent des raccourcis de pensée présentés comme des injonctions au bien-être qui passent par le retour à soi et le fait de se faire passer en premier, d'être bienveillant avec soi, coûte que coûte. Donc, qu'est-ce que j'entends par coûte que coûte? Bien entendu, je ne remets pas
en question la nécessité de revenir à soi, avec un grand S. D'ailleurs, revenir à soi, c'est la pierre angulaire de toute psychothérapie qui se respecte. Non, ce qui m'interroge dans cette capsule, c'est le raccourci qui est fait de ce concept-là, du pan du développement personnel, revenir à soi, se faire passer en premier, penser à soi en premier. Donc sur fond de se respecter, d'agir d'agir pour soi-même et non plus pour répondre à des exigences extérieures, on invite le sujet à se faire passer en premier, et ce en oubliant parfois l'autre. Donc, pour étayer mon propos, je vais m'appuyer sur un exemple clinique que j'ai beaucoup observé sur les personnes qui souffrent de la blessure de rejet et qui, dans leur mécanisme de défense, sont amenées, malgré elles, à rejeter l'autre pour éviter la souffrance d'être rejetées. Donc notez que c'est vraiment un raccourci, là, pour le coup, que je fais, mais c'est pour étayer mon propos. En réalité, c'est un processus qui prend son temps et qui se déplie au cours de l'accompagnement et qui donne à, à voir, in fine, tout ce processus de construction des, euh, de construction de représentations inconscientes qui sont dans le seul but de permettre à la personne de ne pas se retrouver dans une situation d'être l'objet d'un rejet. Donc voilà, c'est vraiment juste un raccourci, mais c'est important de le noter. Donc ces personnes-là, dans un premier temps, pour justifier le rejet qu'elles imposent à l'autre, vont agir à travers un ego inversé. C'est-à-dire qu'elles vont justifier la rupture de la relation sur le motif qu'elles ne sont pas assez bien pour la personne en face, par exemple. C'est quelque chose que je vois souvent. En tout cas, là, je noircis le trait, c'est pas forcément exprimé comme ça, mais en substance, c'est ce que ça dit. Et une fois de plus, je ne fais pas de généralité. Donc, pour revenir à la personne, donc la personne qui se sacrifie, dans ce sacrifice, finalement, ce sacrifice les conforte dans le bien fondé euh, de leur décision. Et de ce fait, elles pensent agir dans le respect de leurs valeurs. L'altruisme, par exemple, euh, la préservation de l'autre par rapport au danger que représenterait la négociation des conflits dans les différends qu'elle perçoit dans la relation, par exemple. Donc, il y a là toute une possibilité, une cathédrale de croyances qui s'édifie dans le seul but inconscient de conforter la personne qui rejette dans le bien fondé moral de ses actes et de sa décision. Et donc ces personnes qui agissent par ego inversé pensent agir au nom euh, de leurs valeurs et donc au nom du respect d'elles-mêmes, en respect d'elles-mêmes. En tout cas, elles le pensent jusqu'à ce que le travail analytique y mette de la conscience. Parce qu'en effet, quand on, quand on observe de plus près cet exemple, les motifs qui mettent fin à une relation à deux, dans cet exemple-là, sont fondés sur une réflexion unilatérale. Vraiment, tout est fondé sur le schéma mental d'une seule personne qui aboutit à une décision sur une relation à deux. Sur fond d'altruisme, la décision s'est faite sur un mode égotique, au sens je suis tout seul dans ma décision et que je prends tout seul avec les conséquences à deux. Donc la décision s'est faite sur un mode égotique où à aucun moment l'autre n'a eu sa place dans la discussion. Or, il me semble que si une relation se fait à deux, une séparation devrait se faire communément tout autant. Ici, c'est important de noter que je place la caméra délibérément du point de vue de la personne qui souffre de la blessure de rejet, pour étayer mon propos. Il va sans dire que la nécessité de mettre du nous dans une relation fonctionne vraiment dans les deux sens, hein, et que si de l'autre côté il n'y a pas de prise en compte de l'altérité, ça ne fonctionne pas non plus. Là, pour étayer mon propos, je place l'angle de la caméra sur une personne, sur
un pan de la relation en particulier. Le message que je veux faire passer ici, c'est que souvent, les raccourcis issus de la mode du développement personnel prépackagé amènent les personnes à occulter, pas déjà en premier lieu, leurs responsabilités dans ce qui ne marche pas dans une relation. Bah, ici, le plus simple, c'est d'arrêter plutôt que d'essayer de reprendre sa part de responsabilité dans les différends d'une relation. En second lieu, euh, c'est elles occultent la nécessité d'accepter la présence de l'autre dans un événement d'une relation qui se négocie à deux et de préférence de façon synchrone versus par SMS ou écrit interposé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si important qu'une séparation, paradoxalement, se fasse à deux avec du nous? Pourquoi le nous est si important même dans cette étape d'une relation, même dans cette étape douloureuse d'une relation? Pourquoi? Eh bien, parce qu'en ouvrant les possibilités de la rencontre, euh, on se met en position d'écouter le point de vue de l'autre personne et ainsi réactualiser son propre point de vue. Ça passe par le partage de ressentis. Ben, je partage comment j'ai vécu la relation, de mon vécu en lien avec le même événement. Deux personnes peuvent percevoir de façon différente le même événement. Ah tiens, je ne voyais pas les choses sous cet angle-là. Je savais pas que tu avais vécu les choses comme ça. Je savais pas que ça t'avait fait de la peine quand je t'ai fait ça. Quand et moi, par contre, moi, j'ai vu les choses comme ça, je les ai vécues comme ça, et ainsi de suite, etc., etc. Donc, on met ainsi ces croyances à l'épreuve du débat contradictoire. Et on se rend compte que l'expérience n'est pas la même lorsqu'on la revit en présence de l'autre. Non seulement ça change le narratif, mais potentiellement, eh ben, ça amène à se réinterroger sur les relations, sur les raisons de la séparation. Raisons justement qui se sont enrichies une fois de plus de l'opinion de l'autre, du point de vue de l'autre, de l'angle, de la caméra de l'autre, qui donne du coup une vue à 360 degrés. Donc le nous dans l'expérience de la séparation évite ainsi de s'enfermer dans une logique unilatérale qui fait de l'un une victime et de l'autre le bourreau. Et la décision d'entériner la séparation ou de, de, de réévaluer les modalités de la relation se fait avec du ensemble, se fait avec du nous. Et avec du nous, ce n'est plus une personne qui se sépare d'une autre en tant qu'objet de souffrance. Ce sont deux individus qui décident du devenir d'une relation de façon responsable et respectueuse. Ici, dans cet exemple, l'avènement du jeu, J-E, se fait dans le retour, non pas directement à soi. Ah, je retourne à moi, puis je me renferme dans mes ressentis, dans ma perception, mon histoire et mes émotions. Non, non, l'avènement du sujet, avec un grand S, le retour du jeu, J-E, se fait à travers le fait de reprendre sa part de responsabilité dans ce qui fait l'histoire d'une relation, jusqu'à son terme, ou son renouvellement, ou sa réactualisation. Le jeu n'est pas à comprendre au sens que lui confèrent les raccourcis de pensée de la mode du développement personnel prépackagé. Le jeu, JE, passe par réintégrer sa participation au monde en tant qu'être responsable dans un événement, dans une relation jusqu'au bout, réintégrer sa responsabilité dans la chaîne causale ayant abouti à un événement, quel qu'il soit. Nous participons toujours de façon directe ou indirecte à ce qui nous arrive ou ce que nous laissons faire
de l'autre. Et une fois qu'on a retrouvé cette consistance du soi avec un grand S, on peut ainsi la projeter sereinement sur l'autre et ainsi le percevoir dans sa pleine altérité. L'autre n'est plus un objet de souffrance qui nous fait souffrir, mais l'autre est une autre personne que moi dans sa pleine altérité, au sens que, oui, c'est un autre être que moi, avec, comme moi, des émotions, avec, comme moi, une histoire qui lui confère, comme moi, des biais de représentation, de perception, a comme moi des croyances limitantes ou évolutives, a comme moi une capacité de souffrir et également comme moi une capacité d'aimer. Voilà. C'était l'objet de la réflexion d'aujourd'hui, dont l'objectif était de mettre de la nuance dans ces injonctions du développement personnel, mettre de la nuance dans ces injonctions au bien-être qui, telles que présentées, pour moi, viennent davantage soutenir l'individualisme, alors que le développement personnel, dans son expression la plus symbolique, la plus profonde, la plus respectueuse, nous invite à réintégrer nos parts d'ombre que nous projetons sur l'autre ou que nous fuyons, bah, ici par exemple en acceptant ces raccourcis de pensée, en, en utilisant ces raccourcis de pensée. Donc ces parts que nous projetons et que nous fuyons et que nous ne souhaitons pas voir, bah, en les réintégrant, on apprend à les aimer parce que ça fait partie de nous, c'est du nous en fait, c'est des choses à nous qu'on projette sur l'autre comme des mauvaises choses qu'on ne veut pas voir. Et quand on apprend à les réintégrer, on apprend peu à peu à les aimer, à les comprendre, donc à les aimer. Et lorsque on les perçoit en l'autre, ces parts-là, on les reconnaît en l'autre, eh bien c'est comme ça qu'on le reconnaît comme une extension de nous, de notre humanité, et que nous apprenons aussi à aimer l'autre. Voilà, c'était l'objet de cette capsule qui, pour changer, était plutôt courte. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.